Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour être, présents et présentes, aujourd'hui à ce webinaire. C'est un webinaire donc qui s'appelle «Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner», en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité et qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'égalité, 2021, de l'université Paris-Saclay, qui s'intitule, «La santé a-t-elle un genre?». Donc voilà, moi je suis Sarah Borataf, chef de projet égalité diversité et je vais passer la parole tout de suite à Claire Lambard qui est professeure agrégée d'anglais, à l'ENS Paris-Saclay et qui est aussi chargée de mission égalité de l'ENS et qui va vous présenter, les invités. Merci à toutes et à tous. Merci Sarah. Donc voilà, encore merci à tous et à toutes d'être présents ce midi avec nous et surtout un grand merci à Madame Bergs et à Madame Vidal d'avoir accepté notre invitation pour nous parler, vous parler pour ce webinaire. Madame Bergs a travaillé à l'École nationale d'administration en tant que chef du service de la formation des auditeurs et auditrices, ainsi qu'au service du Premier ministre jusqu'en 2019, en tant que chef du bureau des politiques de ressources humaines et du dialogue social. Elle est maintenant secrétaire générale pour le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de préparer, organiser et assurer le suivi des travaux du Haut Conseil à l'égalité, dont elle va nous parler davantage dans quelques instants. Nous accueillons également Madame Vidal, neurobiologiste, qui a exercé les fonctions de directrice de recherche en neurosciences à l'Institut Pasteur jusqu'en 2014. Elle travaille actuellement au sein du comité d'éthique de l'INSERM. Elle est co-responsable du groupe de réflexion Genre et recherche en santé. Elle est membre de l'Institut Émilie du Châtelet, de ONU Femmes France, du laboratoire de l'égalité et co-directrice de la collection Égal à égal chez Belin. Elle est rapporteuse pour le Haut Conseil à l'égalité du rapport Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique, dont elle va nous présenter les détails tout à l'heure. Donc, nous allons commencer par écouter Madame Bergs, qui va donc nous parler davantage du Haut Conseil à l'égalité. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes, dans l'ordre alphabétique, c'est ce que je ferai tout au long de mon introduction. Je suis donc Paola Bergs, comme vous l'avez dit, secrétaire générale du Haut Conseil à l'égalité depuis 2019, donc dans le cadre d'une troisième mandature du Haut Conseil à l'égalité. Et je représente donc ici le Haut Conseil et sa présidente Brigitte Grésy, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de décrire en une dizaine de minutes ce qu'est le Haut Conseil et ce que sont ses actions. Et ensuite, je passerai la parole à Catherine Vidal pour le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, nous avons pour habitude de dire le Haut Conseil est une instance consultative indépendante placée auprès du Premier ministre. Mais finalement, après avoir échangé avec les organisatrices de cette rencontre virtuelle et avec Catherine Vidal, je le dirais tout autrement pour sortir du langage institutionnel. Et je dirais plutôt que le HCE est certes une instance placée auprès du Premier ministre, mais il n'est pas pour autant une institution avec des normes, des bornes et des interdits. Les avis du HCE sont indépendants et c'est vraiment ce qui le caractérise très fortement. Le HCE écoute, analyse, il rédige ses rapports et ses recommandations en toute liberté. Et il les publie, évidemment, sans aucune censure, mais à vrai dire, sans aucun regard. C'est-à-dire que nous publions en l'état de nos analyses, de nos réflexions et de nos recommandations, sans qu'il y ait le moindre filtre qui passe sur nos rapports. C'est vraiment très important de le souligner parce que c'est une faculté rare et le HCE est reconnu de ce fait pour le sérieux de ses analyses, la richesse de ses expertises, mais aussi pour ses prises de position. Prise de position, sa vigilance sur des sujets masqués, jusque-là donc méconnus du public ou des pouvoirs publics, et sa capacité à interpeller et à faire bouger les lignes. Alors le Haut Conseil, c'est tout d'abord l'instance, qu'est-ce que c'est? Il est composé de femmes et d'hommes en nombre égal, c'est donc une instance paritaire, qui sont engagés pour l'égalité entre les femmes et les hommes et qui veulent agir pour sécuriser ou faire progresser les droits des femmes et l'égalité et créer de nouveaux droits. Ces femmes et ces hommes, qui les sont-ils? Qui sont-elles? Qui sont-ils? Eh bien, ce sont 54 personnes qui votent les rapports, qui d'abord les construisent et qui ensuite les adoptent. Et ils sont donc composés d'élus représentant les députés, les sénatrices et sénateurs,
les communes, les départements, les régions. Il y a aussi les 2 présidentes des délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat, 20 représentantes et représentants des associations, donc de la société civile, et des personnalités qualifiées, 22 personnalités qualifiées, avec une composante forte, ou enfin sensible, de chercheuses et de chercheurs. Et donc, nous ne sommes pas tous, toutes des chercheuses, des chercheurs, mais plutôt des personnes qui regardent de près ce que fait la recherche sur un sujet donné. Et nous pensons ensuite des politiques publiques à partir de ce qui a été, de ce qui aura été observé, entendu à l'occasion d'auditions qui sont conduites dans les différentes commissions du Haut Conseil à l'égalité. Donc, je dirais que nous sommes des intermédiaires entre le monde de la recherche et celles et ceux qui sont dans l'action, les associations, en contact direct avec les femmes et les pouvoirs publics. Donc, les seuls acteurs, actrices que nous n'avions pas dans notre champ, c'étaient les partenaires sociaux jusque-là. Parce que ce champ de l'égalité professionnelle était traité dans une instance distincte, qui s'appelle le Conseil supérieur à l'égalité professionnelle, mais une loi récente, la loi pour l'accélération et la simplification de l'action publique, donc avec beaucoup d'humour, c'est la loi ASAP, a prévu le rapprochement entre le HCE et le Conseil supérieur à l'égalité et à l'égalité professionnelle, qui, l'égalité professionnelle a toujours été à la frontière de nos sujets et qui maintenant sera complètement intégrée à notre réflexion commune. Alors, ces femmes et ces hommes, comment travaillent-ils? Et elles, au sein du HCE, eh bien, avec l'appui d'un secrétariat général que j'ai le plaisir d'animer, de piloter, sont donc des chargés de mission qui coordonnent, programment, rédigent pour les différentes commissions du HCE. Il y a donc des travaux qui nous sont confiés par les ministres, plus particulièrement par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, actuellement Elisabeth Moreno, mais ces saisines de la ministre portent sur l'ensemble, peuvent porter sur l'ensemble des politiques publiques, et donc l'ensemble des champs ministériels. Et puis, il y a aussi des autosaisines, c'est-à-dire que nous nous saisissons d'un sujet, décidons de le traiter et de rendre un rapport. Donc, ce champ d'intervention du HCE qui peut couvrir l'ensemble des périmètres ministériels fait que nous sommes placés auprès du Premier ministre pour marquer ce caractère interministériel et cette capacité qui nous est donnée à aller interroger les ministères, à obtenir les données nécessaires à l'élaboration des rapports. Donc nos membres ont des activités propres, à plein temps. Ils ne sont pas membres tout le temps du HCE. Ils sont bénévoles, ils participent bénévolement et pourtant très intensivement aux travaux du HCE, au sein de 5 commissions. Donc ces commissions sont celles qui traitent de la lutte contre les stéréotypes et la répartition des rôles sociaux, qui donnent à voir et analysent les stéréotypes sexués pour pouvoir les éliminer et déconstruire les rôles sociaux pour instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons beaucoup travaillé sur la place et le rôle des femmes dans les médias, par exemple, parce que les médias, on le sait, contribuent à construire des modèles identificatoires pour tout le monde, mais pour les jeunes en particulier, et qu'ils agissent par contagion mimétique, fournissent ou non des rôles modèles. On pourra citer, on en a parlé dans notre dernier rapport sur l'état du sexisme en France, des clips de rap, par exemple, qui illustrent particulièrement bien, je crois, et facilement ce qu'on veut dire par là. On peut parler des émissions de télé-réalité, et c'est ce que nous avons fait. Et on peut aussi s'interroger sur ce que représente l'élection de Miss France aussi. Et de manière moins évidente, on peut aussi s'attacher à regarder, compter, expertiser les personnes qui ont été interrogées et entendues au moment de la pandémie, au début de la crise,
beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Très peu de femmes expertes ont été interrogées, alors qu'elles sont nombreuses, bien évidemment. Et tout cela, c'est ce qui nous est donné à voir et qui fabrique la représentation du rôle des femmes et des hommes dans la société. Donc, sur ce chapitre des stéréotypes, le Haut Conseil d'égalité publie chaque année un état des lieux du sexisme en France. C'est une mission qui lui a été confiée par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté en 2017. Nous sommes donc au troisième rapport sur ce sujet. Et celui de 2020 va être publié dans quelques semaines à peine, avec des focus à chaque fois. Donc là, on a évidemment des focus sur le MeToo de l'inceste, même s'il n'a pas démarré spécifiquement en 2020. C'était pour nous important d'en parler maintenant, d'ores et déjà. Focus sur la place des femmes dans la presse écrite et un baromètre du sexisme en entreprise, notamment, entre autres sujets qui seront traités dans ce rapport sexisme. Donc les stéréotypes de sexe, on le sait, sont le socle des inégalités et des violences envers les femmes. Ce sexisme qui fait système, qui soutient le système patriarcal dans lequel nous sommes installés depuis des siècles, est très ancré dans toutes les sociétés, dans un grand nombre de sociétés. Ça m'amène à la deuxième commission droits des femmes, enjeux européens et internationaux, qui produit des avis et évaluations sur la stratégie et l'action de la France en matière de droits des femmes, donc en Europe et dans le monde. Et nous avons notamment traité dernièrement du vaste sujet de la diplomatie féministe, ou comment, à travers chacune des actions bilatérales ou multilatérales de la France, la dimension de ces questions d'égalité et de droits des femmes est prise en compte. Comment est-elle prise en compte ou ne l'est-elle pas? Et comment peut-elle et doit-elle l'être? Comment est-ce qu'on fait une politique d'égalité intégrée à chacune des actions de la France, des actions extérieures de la France? Je voudrais ensuite parler de la troisième commission, qui est la commission qui traite des sujets de parité, des questions de parité en matière politique. Ça parle tout seul. Il y a des élections, comment ça fonctionne au moment des élections. Il y a des listes paritaires, mais au final, qui est désigné en tant que maire? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Je pense que vous avez la réponse. Et est-ce que ce sont plutôt des hommes dans des grosses collectivités ou des femmes? Vous avez la réponse également. Donc la parité aussi en matière administrative. Nous allons publier très prochainement aussi un rapport sur les quotas et la parité dans la fonction publique, et où on verra que pour l'accès aux hautes responsabilités dans la fonction publique, en dépit de règles paritaires et d'incitations grâce à des quotas, le compte n'y est pas, comme on se plaît à dire souvent dans le dialogue social, le compte n'y est pas. Et dans la vie économique, on voit que dans le monde de l'entreprise, de la même façon, s'il y a des quotas dans les conseils d'administration qui sont atteints et respectés, dès lors qu'on regarde de plus près des lieux stratégiques, politiques, en matière de gouvernance, que sont les COMEX et les CODIR, les comités de direction et les commissions exécutives, les comités exécutifs, on voit que là, la part des femmes diminue considérablement parce que les règles paritaires ne sont pas imposées sur ces strates de l'exercice du pouvoir. Donc, la quatrième commission, qui est la commission qui porte sur les violences de genre. Là, vous avez tous suivi le Grenelle des violences conjugales. Donc, nous avons travaillé sur ces questions-là et publié un rapport en deux parties, mais enfin, qui a ceci de très particulier et de très spécifique, d'être partie de la parole des femmes, des femmes victimes. Donc, les femmes victimes ont décrit aux membres de la commission leur parcours, chacune des étapes de leur parcours pour sortir de l'emprise d'un conjoint violent ou d'un ex-conjoint violent, puisqu'on sait que très souvent, les violences sont accentuées, exacerbées par des séparations. Donc, il y a des violences qui s'exercent préalablement, mais au moment de la séparation,
peuvent conduire jusqu'à des féminicides, des meurtres, des assassinats de femmes qui souhaitent quitter un conjoint violent. Donc la parole a été donnée aux femmes victimes, elles ont décrit chacune des étapes de ce parcours semé d'embûches et nous avons exploré toutes les failles à travers leurs paroles et à travers l'écoute des acteurs institutionnels et des associations. Donc nous avons tenté de repérer où étaient les failles, les gaps, les hiatus qui faisaient que finalement le parcours n'était pas fluide, que finalement des conjoints violents pouvaient continuer à exercer des violences même après une séparation et qui pouvaient même tuer une ex-compagne ou une ex-épouse alors même que des plaintes avaient été déposées et des procédures étaient en cours. Donc, c'est 146 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint en 2019, 90 en 2020, parce que les périodes de confinement ont limité le nombre de séparations. Et comme je le disais, les séparations sont un vecteur de violence exacerbée. Mais en revanche, les dénonciations de faits de violence ont augmenté sur la même période de plus de 30%. On sait aussi que les enfants sont des co-victimes dans ces affaires de violence conjugale et que 143 000 enfants sont touchés, concernés, eux-mêmes subissant des violences ou étant témoins de violences et à ce titre-là devraient être suivis et ne le sont pas, bien évidemment, suivis et accompagnés. Donc c'est ce que dit tout notre rapport. Il traite étape par étape, chapitre par chapitre de toutes ces questions et et propose des recommandations parce que analyser, repérer, dénoncer c'est une chose, proposer c'en est une autre. Donc tous nos rapports, bien évidemment, contiennent des propositions, mais des propositions très concrètes et facilement transposables, utilisables et transposables en droit concret. Donc, je voudrais dire aussi que nous avons, à chaque fois que nous publions des rapports, nous recherchons les outils qui nous permettront ensuite de mesurer les avancées, de mesurer si des progrès sont faits. Donc, nous produisons les indicateurs qui permettent d'effectuer ces mesures. Et nous en avons donc produit aussi bien pour ce qui concerne les violences conjugales que pour ce qui concerne la diplomatie féministe. Actuellement, la commission violence, puisque c'est important de faire savoir comment travaille le Haut Conseil, comment il est constitué, mais aussi sur quel sujet il travaille, donc la commission violence vient d'engager de nouveaux travaux sur la prostitution, et plus particulièrement sur la prostitution des mineurs. Et là encore, comme pour chacun de nos rapports, nous allons auditionner des chercheuses, chercheurs, des responsables du pilotage des politiques publiques et des associations de terrain. Avant de passer la parole à Catherine Vidal, je voudrais tout de même rappeler que dans le domaine de la commission santé, nous avons depuis commencé à travailler sur d'autres sujets, notamment, qui concernent les droits propres des femmes, notamment sur les contraceptifs féminins, plus particulièrement le préservatif féminin. Et nous regardons aussi cette question de l'hormonophobie, ou du moins de ce qui nous semble être actuellement un rejet assez fort, assez propagé de la pilule ou des moyens contraceptifs hormonaux. Donc c'est un travail qu'on produit actuellement et qui sera bientôt publié et qui est vraiment très, très, très intéressant, particulièrement intéressant aussi. Donc je vais à présent, parce que je ne pense pas avoir utilisé mes 15 minutes de temps de parole, mais c'est toujours un peu long sur une heure de table, peut-être. Donc, avant de passer plus tard la parole à Catherine, je voudrais rappeler que le rapport que présentera Catherine Vidal, s'inscrit dans une continuité de notre regard sur la santé des femmes,
qui a donc une profondeur historique, puisque nous avions travaillé en 2017 sur la santé et l'accès aux soins pour les femmes en situation de précarité. Et nous avions travaillé en 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Nous demandions que soient reconnues des violences longtemps ignorées. C'était dans le titre de ce rapport de juin 2018. Il s'agit évidemment de rapports très documentés, mais qui ont surtout pour le premier sur les actes sexistes, enfin donc le deuxième, du moins, beaucoup secoué le monde médical. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a donné lieu à des vagues de protestations, la parution de ce rapport, mais aussi à un tsunami, pour continuer la métaphore, un tsunami de témoignages de femmes qui faisaient part de leur expérience et qui surtout comprenaient et mettaient enfin des mots sur ce qu'elles avaient subi et qui avaient laissé des traces. Donc, je terminerai là-dessus. Je crois que nous intercalons peut-être un temps d'échange, si j'ai bien compris, éventuellement, s'il y a des questions, des réactions. Oui, donc merci Madame Bergs, c'était très intéressant et très détaillé. Est-ce qu'il y a des questions, réactions de nos participants, participantes, par ordre alphabétique? Je vais peut-être moi vous poser une question à propos d'une chose que vous avez dit dans votre propos liminaire. Vous avez dit que le Haut Conseil apportait une certaine vigilance sur des sujets masqués. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ces sujets masqués auxquels vous faisiez référence? Oui, par exemple, sur le harcèlement de rue, qui n'était pas un sujet connu au moment où on l'a traité, et où on a produit un rapport sur le sujet. Effectivement, c'était un sujet dont les associations étaient très conscientes, qui ne remontait pas, et on a produit là-dessus des écrits, et le sujet a ensuite, comme vous le savez, enfin tout à fait été pris en compte, donné lieu à des dispositions en ce sens. Le cyberharcèlement, ça fait partie aussi de ces sujets qui ont été portés. Et le dernier que j'ai cité, sur les violences gynécologiques et obstétricales, c'est aussi un sujet que nous n'avons pas découvert, puisqu'il y avait précédemment un hashtag sur le sujet, mais cette parole-là n'avait pas été prise en compte institutionnellement, et le fait de publier un rapport et d'être à la croisée des chemins entre la société civile et les pouvoirs publics a permis au sujet de progresser. Merci. L'heure avançant, on va peut-être commencer l'exposé de Madame Vidal et on prendra l'ensemble des questions s'il y a de nouvelles questions sur le Haut Conseil à l'égalité à l'issue de cette présentation. Donc, Madame Vidal, nous vous écoutons. Oui, je vais donc lancer mon diaporama en espérant que ça va marcher. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes de ce rapport que m'a confié le Haut Conseil à l'égalité, qui s'intitule « Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique ». Alors tout d'abord, il est important de faire un petit rappel historique. Attendez, j'essaye de changer, de passer les diapos, mais je n'y arrive pas. Alors voilà, ça devrait marcher. Voilà, c'est bon. Petit rappel historique. Cette thématique, en fait, elle a été en particulier lancée à partir de 2013 au sein du comité d'éthique de l'INSERM, où avec ma collègue Jennifer Merchant, nous avons donc constitué un groupe de travail intitulé « Genre et recherche en santé », avec pour objectif de mener une réflexion éthique sur la contribution des facteurs biologiques, sociaux, culturels, économiques aux inégalités de santé entre les femmes et les hommes, qui entraînent des discriminations
dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. C'est bien une préoccupation éthique. Et nous menons également un certain nombre d'actions pour améliorer les pratiques de recherche biomédicale et de clinique. Il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il s'agit d'un problème de santé publique, d'où l'importance d'intégrer le genre dans les plans stratégiques des institutions de recherche et de médecine, et par là même de combler le retard de la France dans ce domaine par rapport aux pays européens et anglo-américains. Il existe en effet un certain nombre d'initiatives internationales sur ces questions qui ont commencé aux États-Unis dans les années 90 avec la création de la première institution publique dédiée aux recherches sur femmes, genre et santé. Ensuite, l'OMS s'est emparée de la question et l'Europe également à partir des années 2000 où un certain nombre de pays d'Europe du Nord ont fondé des instituts de recherche publique sur genre et santé. Bien sûr, l'Europe a créé un certain nombre de commissions, a écrit des rapports sur ces sujets. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au dernier rapport de 2020, Gender Innovations, qui est à l'origine de la nouvelle stratégie européenne sur Gender Equality pour 2020-2025. Alors, en ce qui concerne la France, les initiatives institutionnelles ont commencé à partir des années 2010 avec un certain nombre de rapports qui ont été publiés et le sujet, en fait, se développe manifestement puisque en 2020, 2 rapports sont publiés, celui de la Haute Autorité de Santé et celui du Haut Conseil à l'égalité. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, il est important sur ces questions de faire la distinction entre les notions de différence et d'inégalité dans la santé. Les différences sont principalement liées au sexe biologique, c'est-à-dire les caractéristiques spécifiques des mâles et des femelles liées aux gènes, aux cellules, aux organes, aux hormones. Mais en ce qui concerne les inégalités de santé, c'est là qu'interviennent les facteurs sociaux, culturels et économiques pour lesquels le genre joue un rôle prépondérant. Il existe en effet dans les représentations sociales qui sont liées au genre féminin et masculin un certain nombre de biais qui vont influencer les attitudes des patients et aussi des soignants. Il y a la précarité économique qui touche particulièrement les femmes, avec en conséquence les renoncements aux soins et la dégradation d'hygiène de vie. Et bien sûr, il y a les violences et les agressions sexuelles dont les femmes sont les premières victimes. Et donc tous ces processus d'interaction complexe entre le sexe biologique et l'environnement social lié au genre est source de disparités et d'inégalités dans la santé. Alors, un premier exemple de différence et d'inégalité, c'est bien sûr la durée de vie. En 2019, en France, l'espérance de vie à la naissance est de 79,7 ans pour les garçons et de 85,6 ans pour les filles. Il faut noter également que depuis 2000, l'écart de longévité entre les sexes se réduit. Il est important également de considérer une autre notion qui est celle de l'espérance de vie, non pas seulement à la naissance, mais celle de l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans limitation d'activité ou d'incapacité majeure. Et à ce moment-là, la différence entre femmes et hommes se réduit beaucoup, puisqu'elle est de 63,7 ans pour les hommes et de 64,6 pour les femmes. Donc cela signifie que les femmes vivent certes plus longtemps que les hommes, mais elles passent plus d'années qu'eux en mauvaise santé. Donc les raisons sont multiples, mais il y a en particulier le diagnostic tardif
de certaines pathologies et les conséquences de la précarité économique avec à nouveau le renoncement aux soins et la mauvaise hygiène de vie. Alors nous allons prendre un exemple précis, celui des maladies cardiovasculaires. Ces maladies sont la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein n'est qu'à la 10e place. 56% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires contre 46% des hommes. Et les femmes développent ces maladies 10 ans plus tard que les hommes. Alors comment l'expliquer? On a longtemps privilégié l'hypothèse hormonale, à savoir que les estrogènes ont un rôle vasoprotecteur dans certains cas par rapport à la formation des plaques d'athérome dans les artères. Et donc, au moment de la ménopause, la baisse des estrogènes rendrait les femmes plus vulnérables. Donc, ça fait partie des hypothèses qui sont l'objet de nombreuses recherches à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que lorsqu'on tend d'améliorer les choses avec un traitement hormonal substitutif, eh bien, hélas, le risque d'AVC augmente de 30%. Et il faut aussi remarquer que depuis 15 ans, l'incidence de l'infarctus a augmenté de 25% chez les femmes âgées de moins de 50 ans, donc chez des femmes non ménopausées. Donc, ces quelques notions vous montrent que le rôle attribué aux estrogènes n'est pas suffisant face à d'autres facteurs de risque de l'infarctus qui sont liés au mode de vie, le stress, le tabac, etc. Et donc, ce constat nous guide vers d'autres investigations. Il faut trouver de nouvelles pistes de recherche. Alors, parmi ces pistes, il y a la mise en évidence de biais dans les diagnostics qui sont liés aux normes sociales et aux stéréotypes liés au féminin et au masculin. Ainsi, l'infarctus du myocarde est sous-diagnostiqué chez les femmes, car cette maladie est considérée comme typiquement masculine, donc caractéristique des hommes stressés au travail. C'est-à-dire que pour des mêmes symptômes d'oppression dans la poitrine, ceux des femmes ont 3 fois plus de chances d'être attribués à des raisons émotionnelles plutôt qu'à des troubles cardiaques. On a pu noter aussi dans de nombreuses recherches, et ça c'est valable partout dans le monde, qu'il y a un retard de prise en charge des femmes par rapport aux hommes en cas d'hospitalisation pour suspicion d'infarctus. Et aussi, les femmes minimisent les symptômes et appellent plus tardivement les urgences. Autre exemple, l'autisme. L'autisme touche environ 3 hommes pour une femme. L'origine de la différence de prévalence entre les sexes dans l'autisme, pour l'instant, n'est toujours pas déterminée, loin de là, parce que c'est une maladie éminemment complexe. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il existe un retard au diagnostic pour les filles. Et ça concerne également tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, une enquête menée sur 14 000 enfants a montré que 18% des filles étaient détectées en bas âge contre 37% des garçons. Dans ces questions-là, les normes sociales liées au genre jouent aussi un rôle important pour le sous-diagnostic de l'autisme chez les filles. Par exemple, pour un jeune enfant, des comportements tels que le retrait sur soi ou le défaut d'interaction sociale sera chez une fille interprété comme de la timidité ou de la réserve, alors que chez un garçon, on va être plus vigilant et on va suspecter un trouble de la communication. Donc, globalement, on peut dire que les symptômes de l'autisme sont plus discrets chez les filles et donc plus difficiles à détecter par l'entourage, la famille, les enseignants, les médecins, d'où ce sous-diagnostic chez les filles. Encore un autre exemple éloquent, celui de la dépression, qui touche en moyenne 2 femmes pour un homme. On a longtemps privilégié à nouveau l'hypothèse hormonale,
avec les changements d'humeur liés aux menstruations, à la grossesse, aux ménopauses, etc. Et en l'occurrence, dans l'état actuel de nos connaissances, il n'existe pas de démonstration scientifique d'un rôle unique des hormones dans la dépression, indépendamment d'autres facteurs. Parce qu'effectivement, d'autres facteurs liés à l'environnement culturel, social et économique jouent un rôle très important. Et c'est ce que montrent de très nombreuses études. Par exemple, une étude portant sur 200 pays a montré que plus le niveau socio-économique est élevé, plus la différence du taux de dépression entre femmes et hommes diminue. Et c'est en particulier le cas entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et il a été montré que les conditions des femmes dans les pays latins, avec les fortes traditions familiales, la dépendance économique, la charge de travail domestique et les violences, toutes ces conditions sont corrélées fortement avec la prévalence des troubles dépressifs. Donc, toutes ces études montrent que le contexte socio-économique expose davantage les femmes que les hommes au risque de dépression. Alors, les stéréotypes et les idées reçues sur les maladies concernent aussi les hommes. C'est le cas de l'ostéoporose. Les fractures qui sont liées à l'ostéoporose touchent une femme sur 3 et un homme sur 5. Et un tiers des fractures ostéoporotiques de la hanche concernent des hommes. Et si on regarde la masse osseuse à 80 ans, la réduction est de 55% des femmes et de 45% chez les hommes. Or, à nouveau, en ce qui concerne le diagnostic de l'ostéoporose chez les hommes, les normes sociales entraînent des biais très importants parce que l'ostéoporose est considérée à tort comme une maladie féminine associée à la ménopause. Et en conséquence, donc, les hommes sont extrêmement rarement évalués ou traités contre l'ostéoporose. Et on peut noter que ce n'est qu'en 1997 que les normes de densité osseuse ont été définies pour les hommes, alors qu'avant, elles étaient celles de jeunes femmes de 25 ans. Donc, vous voyez, ça vous donne la mesure du retard qui a été pris dans la prise en compte de ces questions. Alors, un autre sujet important à évoquer est celui de la participation des femmes et des hommes dans les essais cliniques. Dans les années 50-60, aux États-Unis, il y a eu un essor très important de l'industrie pharmaceutique, où les essais cliniques ont augmenté de façon exponentielle. Et hélas, ils ont été entachés par deux énormes scandales, celui de la thalidomide et du Distilbène, qui, lorsqu'ils sont donnés aux femmes enceintes, c'était des antinauséeux et aussi pour lutter contre les fausses couches, eh bien, ces deux médicaments, soi-disant des médicaments, si j'ose dire, ont entraîné des malformations gravissimes des fœtus et des cancers chez les enfants. Donc, dans ce contexte, en 1970, l'Agence du médicament américaine, la FDA, et l'Institut national américain de santé, le NIH, ont décidé d'exclure les femmes en âge de procréer dans les essais cliniques de phase 1 et 2. Et ce n'est qu'en 1993 que le Congrès américain a voté une loi qui oblige d'inclure les femmes sous contraceptifs et les personnes de minorité ethnique dans les essais cliniques. Heureusement que cette loi est arrivée parce qu'il y a eu pendant longtemps des cas de sous-représentation des femmes dans ces essais qui ont été largement dénoncés. Mais il faut noter que souvent, ils étaient liés à la faible prévalence de la maladie. Par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, dans les années, à cette époque-là, maintenant ça a changé, mais le risque d'infarctus avant 70 ans était très faible et les femmes âgées
étaient exclus des essais cliniques de phase 3 à cause des comorbidités. Mais depuis 15 ans, il y a une évolution favorable au pourcentage de femmes dans les essais cliniques. Par exemple, en ce qui concerne le cancer du poumon, l'inclusion des femmes est passée de 33% en 1990 à 48% en 2012. Alors, encore quelques chiffres très éloquents. Ce sont les chiffres qui sont publiés très régulièrement par l'OMS. Il existe un registre international de l'ensemble des essais cliniques menés partout dans le monde, qui recoupe environ 260 pays. Ces chiffres sont accessibles sur Internet. Ils sont vraiment tout est extrêmement transparent et on peut le saluer. Et quand on regarde toute pathologie confondue, tous les essais cliniques dans le monde réalisés entre 2008 et 2018, eh bien, on s'aperçoit que l'inclusion des femmes est en moyenne constamment supérieure à 50%. Avec quelques nuances, par exemple, en 2017, le recrutement des femmes était de 47,2%, en 2018, elle était de 52,4%, et en fait, ces variations du pourcentage d'inclusion dans les essais cliniques dépend des types de pathologies qui sont les plus étudiées à un moment donné. Alors, autre point très important qui est évoqué dans le rapport, qui a été également évoqué dans le rapport précédent du HCE en 2017, mais hélas, les choses ne s'arrangent pas vraiment, c'est la précarité économique et ses répercussions sur la santé. 70% donc des travailleurs pauvres sont des femmes. Les femmes sont majoritaires dans les emplois peu qualifiés, temps partiel subi, chômage, famille monoparentale, pension de retraite réduite, ce qui a pour conséquence un renoncement aux soins et une mauvaise hygiène de vie avec une alimentation déséquilibrée, alcool, tabac, sédentarité, etc. Et donc, tous ces facteurs conduisent à une dégradation de la santé physique et mentale, avec en particulier des pathologies telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et la dépression. Et on notera qu'encore aujourd'hui, le taux de mortalité des femmes ouvrières est 3 fois plus important que celui des femmes cadres. Encore des facteurs absolument fondamentaux pour comprendre les inégalités de santé. Un point qui est peu évoqué, hélas, celui de la pénibilité au travail. Les femmes sont majoritaires dans les emplois peu qualifiés, tels que entretien et nettoyage, service à la personne, les caissières, les ouvrières, etc., avec des horaires morcelés et des tâches répétitives. Et la conséquence étant que les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux sont significativement bien plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Et on notera aussi que le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein. Et justement, le point important à retenir, c'est que la pénibilité au travail est très souvent sous-estimée et difficile à faire reconnaître pour les femmes, à savoir que les critères de reconnaissance des maladies professionnelles sont majoritairement fondés sur le travail masculin. Autre point, les charges domestiques et familiales, la double journée de travail, la charge mentale des femmes, les violences et les agressions sexuelles, et tous ces facteurs entraînent donc des risques accrus pour la santé physique et mentale des femmes. Donc, pour conclure, je dirais que le fil directeur de ce rapport a été de montrer combien la prise en compte de la dimension du genre alliée à celle du sexe dans le domaine de la santé a des retombées majeures en termes de connaissances scientifiques, de prise en charge médicale et de traitement, et aussi de prévention et d'optimisation des coûts de santé. Et toutes ces conditions
sont indispensables à prendre en compte pour construire des politiques de recherche et de santé publique plus égalitaires, évidemment au bénéfice de la santé des femmes et bien sûr aussi des hommes. Alors nous terminons ce rapport par un certain nombre de recommandations innovantes et on va le voir en effet particulièrement en ce qui concerne le domaine de la recherche. Il est très important, nous appelons vraiment à ouvrir la recherche clinique et biomédicale à la question des interactions entre sexe et genre, en associant médecine, biologie et sciences humaines et sociales. C'est un point extrêmement important qui va permettre d'analyser plus précisément les symptômes, de formuler de nouvelles hypothèses de recherche et de concevoir des nouvelles stratégies de prévention et de traitement. Et dans ce cadre-là, nous appelons donc à la création d'une nouvelle institution de recherche publique en France dédiée à la thématique genre et santé. Encore une autre recommandation innovante, intégrer la thématique genre et santé dans la formation aux professions médicales et paramédicales, concernant la formation initiale des étudiants et aussi la formation continue des professionnels de santé, avec un enseignement sur l'influence du genre dans les pratiques médicales et les relations avec les malades, et aussi une formation, c'est très important, au dépistage systématique des violences dans les consultations médicales. Il est important également de favoriser la parité dans l'accès aux postes de responsabilité dans les professions de santé et de recherche. Et autre point, veiller vraiment à garantir l'autonomie et l'accès aux soins pour les femmes. Il est bon de rappeler que ce n'est qu'en 2016 que la loi sur la protection universelle maladie a permis aux femmes au foyer, c'est-à-dire ne travaillant pas, de bénéficier d'une assurance santé individuelle indépendante de celle de leur conjoint. Ça n'est que de 2016. Et on notera également que la couverture maladie universelle complémentaire pour aider les plus pauvres aux dépenses de santé, eh bien, 61% des bénéficiaires de cette CMU sont des femmes. Donc, pour vous... si vous avez envie d'en savoir plus, et je l'espère, je vous renvoie donc à ce rapport, prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner un enjeu de santé publique, que vous trouverez sur le site du Haut Conseil à l'égalité et que vous pouvez télécharger sans aucun problème. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Vidal. Je vois qu'on a déjà eu une main qui s'est levée. Donc, Florence Gabory, je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste savoir, vous parlez de violences faites aux femmes, mais il n'y a pas du tout de mention des minorités de genre ou des personnes intersexes. Et je me demandais s'il y avait un conseil qui s'occupait de ça ou si ça n'existait pas, parce qu'il me semble que c'est un vrai problème dans le monde médical. Oui, c'est une bonne remarque. Nous n'avons pas, on ne pouvait pas couvrir l'ensemble c'est un champ immense. Hein. On a dû faire des choix. Et si vous allez voir le rapport 2020 du Haut Conseil à l'égalité, non, excusez-moi, c'est des formations, de la Haute Autorité de Santé, dans les hauteurs, vous voyez, il y a les hauteurs des comités et des autorités, dans la HAS, Haute Autorité de Santé, et le rapport s'est penché spécifiquement sur ces questions-là, et c'est vraiment un grand mérite de ce rapport également. Peut-être pour continuer un peu en lien avec cette question, Madame Berthe, est-ce que c'est une thématique sur laquelle le Haut Conseil à l'égalité travaille? Je remettais mon micro. Alors oui, bien sûr, c'est une thématique qui est présente dans chacun des rapports, mais elle n'est pas traitée en tant que telle. C'est-à-dire que, comme je le disais, la diplomatie féministe, c'est une démarche intégrée. Autrement dit, il n'y a pas d'exclusive
n'exclut aucun, comment dire, on n'a pas d'œillère, c'est-à-dire qu'on regarde partout où il faut regarder pour traiter d'un sujet, et les questions d'intersectionnalité, puisqu'on peut le dire ainsi, lorsqu'on est à la croisée des chemins, si le terme intersectionnalité peut faire débat, on ne voit pas, nous, pouvoir traiter de rapports sans regarder l'ensemble des femmes dans toutes les dimensions et dans toutes les problématiques qui les impactent. Donc oui, ces sujets sont traités. Merci. Je vois une autre main levée, Catherine Del Negro. Merci beaucoup pour vos interventions. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? J'avais une question pour vous, Madame Vidal. Est-ce que vous pensez que le nombre d'études cliniques et de recherches qui ont été menées ces dernières années ou qui sont menées actuellement sont à la hauteur du nombre de femmes touchées en ce qui concerne des troubles de santé, plus spécifiquement féminins? Alors, ce qui me vient à l'esprit là, très vite, mais je pense qu'il y a bien d'autres exemples, c'est par exemple les nausées au cours des premiers mois de grossesse ou les douleurs qui sont liées aux menstruations. Je suis toujours étonnée. Moi, je me rappelle bien que quand j'en avais des nausées très très fortes, il y avait peu de traitements et c'était très peu pris en compte. Et je suis toujours étonnée qu'actuellement, ça soit encore le cas. Donc voilà. Et puis j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a aussi, puisque vous parliez beaucoup des troubles cardiovasculaires et du fait que cela touche les femmes bien plus que ce que l'on pensait, je peux mettre ma vidéo aussi. Est-ce que il n'interviendrait pas aussi l'addiction, et je pense à l'addiction à l'alcool. Est-ce qu'il y a suffisamment d'études qui se sont intéressées aux relations entre addiction et femmes en France ou dans le monde? Je vous remercie. Oui, sur toutes ces questions-là, il y a eu, ça a été longtemps souligné, souvent une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'on consulte depuis maintenant une quinzaine d'années l'ensemble des essais cliniques sur toutes les pathologies, quelles qu'elles soient, il n'y a plus de sous-représentation des femmes comme cela existait avant. Il y a eu vraiment un effort et un travail très important d'inclure systématiquement les femmes dans tous les essais cliniques. Par contre, les points que vous souleviez dans votre première question, à savoir être attentif à la parole des femmes. Les femmes qui se plaignent de nausées, ou avec un exemple particulier qui est celui de l'endométriose, où pendant extrêmement longtemps, la parole des femmes qui rapportaient des souffrances, des règles douloureuses avec des incapacités majeures pour mener une vie privée et professionnelle normale suite à ces douleurs, la prise en compte de la parole de ces femmes et de ces symptômes a été extrêmement tardive. Et en France en particulier, c'est à partir des années 2000, grâce à la mobilisation citoyenne, grâce à des associations, qu'il a commencé à y avoir un mouvement pour s'intéresser non pas à une maladie de femme un peu souffreteuse qui se plaint tout le temps, mais pour reconnaître qu'il s'agit d'une réelle pathologie organique. Et ce n'est qu'en 2019 qu'en France, il y a maintenant un plan national endométriose. Vous voyez, il a fallu 20 ans pour en arriver là. De même qu'il existe un plan national autisme, les plans nationaux cancer et autres. Pour l'endométriose, cela a pris 20 ans. Donc, ça veut bien dire à quel point il est toujours important de se mobiliser sur tous ces sujets-là. Comme vous le savez,
En plus, rien n'est jamais acquis. Il faut rester toujours très vigilant. On ne s'entend pas. Pardon, on arrive encore à oublier, hein, malgré les heures qu'on passe en visioconférence. Donc, on a une autre question. Mounira Zinadi, allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour mesdames. Merci pour la qualité de vos interventions. Vous avez fait la recommandation, Madame Vidal, d'introduire cette thématique dans les formations paramédicales et médicales. Alors, vous avez fait une recommandation et j'aurais aimé savoir s'il était... ne pensez-vous pas qu'il aurait été intéressant effectivement que ces deux types de formations en prennent conscience dès maintenant et que ce soit introduit assez rapidement. Je pense qu'on a assez pris suffisamment de retard comme ça dans ces deux types de formations. Et comment s'en saisir davantage? Vraiment, votre question est importante parce que maintenant, il s'agit justement d'agir. Parce que faire des recommandations dans un rapport, c'est bien, mais les mettre en œuvre, c'est bien aussi. Et ça va dans la logique de notre démarche. Et donc, nous sommes effectivement en train de réfléchir à comment organiser des dialogues avec un certain nombre d'institutions qui s'occupent des formations, comment mettre en place des programmes de formation. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et il faut mobiliser bien sûr tous les acteurs dans ce domaine-là. Mais comme vous le savez, nous sommes à la période de la Covid et disons, beaucoup de gens sont très très occupés en ce moment et disons que quand on veut, il faut trouver du temps pour que les personnes puissent être disponibles pour réfléchir ensemble à la mise en place de ces formations. Mais bien sûr, nous n'allons pas lâcher du tout le sujet et nous allons continuer, faire de notre possible pour le plus tôt possible que les formations puissent être mises en place rapidement. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions? Oui, alors moi pardon, c'est Sarah, j'ai mis dans le chat, moi je me pose la question de la contraception masculine. Où est-ce qu'on en est dans les avancées scientifiques là-dessus? Quels sont les blocages? Parce que j'imagine qu'il y en a. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Merci. Je pense que Paola peut peut-être dire quelque chose. Non. Non, je suis désolée, non. On n'y a pas travaillé récemment et je ne suis pas suffisamment spécialiste de ces questions pour pouvoir en parler là. Mais effectivement, je dis qu'on travaillait actuellement sur la contraception féminine et le préservatif féminin. Nous aborderons la question de la contraception masculine, mais ce ne sera pas le sujet principal de cette étude. Oui. Nous, dans le rapport, nous ne l'avons pas du tout abordé parce que c'est un sujet qui préoccupe de nombreuses associations, de nombreuses instances déjà. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui est menée depuis pas mal de temps sur ces sujets-là. Et donc, on ne s'en est pas saisi délibérément puisque ça existe par ailleurs. Oui, il y a eu des réactions dans le chat, je ne sais pas si vous pouvez les lire. Donc, ainsi que sur les conséquences sur la santé des femmes d'assumer la contraception et les traitements hormonaux tout au long de la vie, pilule dès le plus jeune âge parce que ce n'est pas l'heure d'avoir des enfants, FIV parce qu'il est temps d'en avoir, traitements hormonaux pour pouvoir aller travailler en période de ménopause, etc. Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement ce dont on traite dans le rapport qui va sortir, en fait. Les conséquences réelles ou supposées, puisque près de certaines conséquences qui peut-être ne sont pas avérées, d'autres qui sont complètement avérées, donc ça, on le traitera. Quels sont les autres moyens de contraception qui sont utilisés? Donc, effectivement, on parlera de contraception masculine, ce sera encore une fois pas le sujet principal du rapport, mais ce sera abordé. Donc voilà ce qu'on peut dire, mais évidemment, il faut
faut aussi, si on parle de contraception féminine et masculine, penser à ce qu'est la charge mentale ou la confiance à avoir dans une contraception qui ne serait pas maîtrisée par la femme elle-même, mais par un partenaire masculin. Donc voilà, toutes ces questions-là, nous les abordons. Il y en a une autre réaction qui disait finalement le problème est toujours le même, déconstruire les préjugés sur les genres et cela doit être pris en compte dans les formations médicales et même bien avant. Dans quelle mesure est-ce qu'il est facile, enfin, dans quelle mesure est-ce que ce sera vraiment faisable de faire prendre en compte ces aspects-là dans les formations médicales? Bah, pour l'instant, il faut que tout ce qui relève des programmes, par exemple, les programmes de médecine, hein, quels sont les programmes officiels qui sont définis par la faculté, comme on dit. Il faut qu'il y ait une prise de conscience au plus haut niveau pour rendre ces formations obligatoires et pas seulement quelques heures en première année, tout le long des études médicales. Et à l'heure actuelle, en France, il y a vraiment un retard immense dans ce domaine-là. Il y a une exception qui est la faculté de médecine de Lyon qui fait intervenir une personne, Muriel Salle en l'occurrence, qui fait une formation de 3 heures pendant la première année aux étudiants en médecine, et après, il n'y a plus rien. Il peut y avoir ponctuellement aussi des prises en charge dans la formation continue des médecins pour les former à détecter les violences qui peuvent se faire de façon relativement ponctuelle, en particulier par des associations ou par des volontés locales, mais il n'y a pas de systématisation au niveau national de la formation initiale ou continue sur ces sujets. Je vois que dans le commentaire, il est dit « Cela doit être pris en compte dans les formations médicales et même bien avant ». Et moi, je voudrais insister sur le « et même bien avant », puisqu'on sait que ces constructions-là sont extrêmement précoces, donc agir dès le plus jeune âge, agir finalement dès la maternelle pour lutter contre la construction de ces préjugés de sexe et de genre. Est-ce qu'il y a des recommandations sur ce point du Haut Conseil à l'égalité? Oui, alors ce sont des rapports un peu anciens, mais on a toujours travaillé, oui, sur ces questions d'éducation, dans le cadre de la commission stéréotypes. Et c'est vrai qu'on envisage, au cours du mandat qui s'annonce, celui qui arrive, de revenir et retraiter ces questions, notamment à travers peut-être, mais ce n'est pas une chose officielle, donc très officieusement, éventuellement un travail sur l'idée d'un brevet du respect qui permettrait d'échanger, de parler avec des jeunes très tôt, au moment de la construction de leur parcours personnel, donc de traiter de ces questions d'égalité, de stéréotypes, de préjugés, de sexe, de genre, ouvrir la parole et présenter justement d'autres propos à des jeunes, au collège plus particulièrement. On ne vous entend plus. Désolée, je redis à tous et à toutes, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez participer directement. Il y a une nouvelle question dans le chat. À quand un congé menstruel en France? En tout cas, je le note. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais qu'il y a quand même le danger à nouveau d'essentialisation de la place des femmes, une fois de plus, qui auraient leur spécificité qu'il faut reconnaître et qu'il faut défendre. Et bon, ces débats-là, on les connaît bien. Hein, disons qu'on peut avoir une vision un peu moins conservatrice des choses concernant la réalité de la place des femmes dans la société à l'heure actuelle.
Madame Vidal, à un moment donné, vous avez fait référence au rapport de 2017. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, peut-être des évolutions ou des changements qu'on peut observer depuis ce rapport? Les changements, il n'y en a pas énormément, hein. La précarité des femmes est toujours là, bien présente. C'est toujours un problème majeur. Le mérite du rapport de 2017, c'est d'avoir vraiment mené des recherches et d'avoir rassemblé des données extrêmement pertinentes et précises sur ces sujets-là, en montrant bien à quel point il y avait vraiment des relations de cause à effet entre pauvreté, difficultés économiques et dégradation de la santé. Et c'est tout le mérite de ce rapport. C'est pour ça que dans le rapport de 2020, je ne me suis pas trop étendue sur le sujet puisqu'il avait été largement évoqué dans celui de 2017. Mais hélas, très peu de choses ont changé. Comme vous le savez, c'est la réalité sociale, économique et politique n'a pas tellement évolué en faveur d'un niveau de vie supérieur des femmes qui sont en situation de précarité, comme on le sait, hélas. Et la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle n'améliore pas les choses. Absolument. Et donc, le rapport a... Ah, je vois, il y a une question. Ah, il y a deux questions d'un coup. Peut-être Madame Boyard, Christine Boyard? Je ne vous entends pas. C'est la même erreur que moi. Oui, bonjour, je suis Christine Boyard, déléguée départementale aux droits des femmes en Essonne. C'est une question qu'on se pose souvent avec les partenaires, c'est, vous en parliez Madame Vidal, la détection des violences conjugales par le questionnement des médecins sur le vécu des violences conjugales, le questionnement systématique. Alors ça fait plusieurs années qu'on en parle. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance sur ce sujet ? Je ne pense pas qu'il y ait eu des avancées majeures. C'est surtout des initiatives locales sur ces sujets. Et il faut vraiment qu'il y ait une formation obligatoire que ce soit incontournable. L'importance du sujet est telle et comme c'est effectivement un sujet délicat, c'est-à-dire dans l'intimité de la consultation médicale, un médecin doit être formé pour aborder ces questions. Ce sont des sujets très sensibles et il faut avoir subi un certain nombre de sensibilisations et d'avoir appris comment procéder le mieux possible pour arriver à créer un climat de telle sorte que la parole puisse se délier. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. Mmh. Oui, ce qu'on remarque aussi avec les partenaires, c'est qu'il faut qu'on dise aux médecins qu'il y a un réseau derrière qui peut prendre en charge la personne victime, parce qu'on se rend compte que c'est pas souvent ils sont eux-mêmes désarmés parce qu'ils savent pas quoi faire de la parole libérée, justement, parce qu'ils ont forcément envie qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière, et comme ils ne se rendent pas compte qu'il y a des partenaires qui peuvent prendre en charge après la personne, accompagner la personne, c'est tout un travail partenarial qui est difficile à construire parce que on les voit pas en demande, alors qu'on pourrait leur fournir de l'information. Enfin voilà, c'est pour nous c'est un domaine encore à améliorer. Absolument, oui. Il y a beaucoup d'outils de formation de la MIPROF qui sont mis à disposition des professionnels, mais ça suppose une démarche volontaire de la part des professionnels. C'est vrai qu'il manque le caractère systématique et obligatoire. Merci beaucoup. Il y a eu une autre main levée tout à l'heure et puis elle s'est rebaissée. Donc, je vois sur le chat une question aussi intéressante. Vous n'avez pas l'opportunité de présenter vos rapports à l'Assemblée nationale ou autre? Si, absolument.
et très régulièrement, parce que c'est vrai que vous pourriez vous demander finalement comment on agit pour que nos recommandations soient mises en œuvre, eh bien, notamment à travers ces auditions très régulières par l'Assemblée nationale et le Sénat au moment du débat sur des textes qui touchent les questions d'égalité et de droits des femmes, et à l'occasion de la remise de nos rapports, nous les présentons, nous allons en parler avec les députés et sénatrices et sénateurs qui composent les délégations aux droits des femmes de chacune des assemblées, de chacune des chambres. Donc oui, et quand je dis régulièrement, c'est vraiment très régulièrement, puisque c'est de l'ordre d'une bonne dizaine, douzaine de fois par an, nous avons l'occasion d'échanger avec l'Assemblée nationale ou le Sénat. D'ailleurs, Catherine Vidal, ici présente, ne me démentira pas, puisque tu as pu présenter le rapport, ce rapport c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat? À l'Assemblée nationale, assez récemment encore. Il y a une nouvelle remarque dans le chat. Ces formations pour les médecins pour détecter les violences pourraient aussi être proposées aux enseignants pour qu'ils les détectent pour les enfants. Oui, oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est un axe. Absolument, c'est un axe fortement développé dans notre rapport violence, celui qui est en ligne sur notre site. Vraiment, je recommande la lecture de tous nos rapports, bien sûr. Rapport santé, vous avez le lien maintenant. Je recommande pour la construction qui est la sienne, la prise en compte de la parole des femmes, lecture du rapport santé dont le 5e chapitre porte sur l'accompagnement des enfants, l'accompagnement des enfants et la détection, en effet, des violences subies, quelles que soient les violences, par tout l'entourage des enfants, dont bien sûr le corps enseignant. Monira Zenadi, j'ai vu que vous avez levé la main. Oui, merci. Je voulais simplement partager avec vous le travail que j'ai découvert d'une association qui s'appelle Artemisia et qui travaille à la sensibilisation et à la formation des personnels de crèche. Et elle a créé un programme qui s'appelle Egali Crèche dans le sud de la France, c'était à Toulouse, mais qui a essaimé un petit peu partout en France. Et moi, j'ai découvert personnellement ce travail-là assez récemment et je voulais le partager avec vous. Moi, je l'ai noté. On ira regarder. Oui, merci. Merci beaucoup. Et ça a essaimé aussi bien au niveau des crèches que des maternelles, du primaire, du collège et bientôt au lycée. Mm-hmm. Donc, pour détecter, pour former à détecter les violences subies par des enfants, ou aussi pour déconstruire les stéréotypes, non, sur les violences spécifiquement? Non, plutôt sur l'égalité hommes-femmes, filles-garçons et les stéréotypes, hein, tant au niveau de la formation et de la sensibilisation du personnel, des familles et des enfants. Mm-hmm. Et ils font également il y a des travaux de recherche qui sont aussi effectués par cette association. C'est évident de toute façon que la société civile, les associations sont absolument indispensables pour mener à bien faire avancer tous ces sujets-là. Hein. Je pense que c'est la condition sine qua non. J'avais vu une main levée de Duncan, mais elle s'est rebaissée. Ah, il est sorti. Je le réadmets. Duncan, vous leviez la main? Oui, bonjour. Alors, je m'excuse, je suis revenu chez moi du travail. J'ai raté le début de la réunion. Je suis enseignant d'anglais à l'UFR des sciences. Auparavant, j'ai travaillé pendant quelques années dans un collège. Et c'est vrai que lors de la formation des enseignants, on a souvent très peu de formations ciblées pour ces questions qui devraient être obligatoires. Je pense aussi que même dans les newsletters du MAIF, même ce qu'on entend des syndicats, j'ai l'impression auprès des communications reçues du ministère de l'Éducation nationale également, il y a une vraie réticence
d'aborder des sujets qui peuvent être vécus comme controversés. Je me souviens au collège, l'insulte d'un privilégié, c'était de traiter des gens de PD. Et c'était très rare que les enseignants qui étaient déjà débordés par des questions de discipline, qu'ils intervenaient. Je pense que beaucoup se sentaient très mal à l'aise avec ça. Et j'ai l'impression, je me réjouis qu'il y a parmi nous aujourd'hui des délégués, des représentants des questions du droit des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi dans d'autres questions. Bon, c'est peut-être un peu hors sujet de parler d'orientation sexuelle, mais puisque le genre, ça fait partie aussi du thème d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est choquant qu'aucune des institutions, peut-être que j'ai juste pas vu les messages, les communications, mais j'ai l'impression qu'on en parle très très peu et que c'est pas pris sérieusement. Et qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui souffrent à cause du désintérêt qu'on manifeste vis-à-vis de ces sujets. Alors, je n'ai pas les références en tête, mais en fait, j'ai lu récemment, plutôt pas mal de choses très intelligentes sur ces sujets. J'essaierai de les faire passer, mais oui, un peu plus tard. Et oui, j'ai lu des choses et le sujet est vraiment sur la table et sera de plus en plus et de mieux en mieux traité. Et en tout cas, ça fait partie de toutes ces questions qui peuvent être vues avec les jeunes dans le cadre d'un dialogue conduit intelligemment, justement au moment de ce que j'appelle moi, et qu'on peut appeler tout à fait autrement, mais ce brevet du respect, et ce respect qui est dû à toute autre personne dans l'environnement des jeunes, quel que soit effectivement son sentiment d'appartenance à un genre ou son orientation sexuelle, bien sûr. Christine Bouillard, vous vouliez réagir? D'ailleurs, un sexe plus qu'un genre, pardon. Ah oui, non, j'avais une autre question, donc je ne voudrais pas couper la parole. Oui, alors j'en reviens au sujet de la santé des femmes en particulier en précarité. Il y a 2-3 ans, on avait interrogé des femmes au moment des Gilets jaunes. Je me souviens des femmes dans les quartiers prioritaires sur cette problématique de santé. Et je m'étais rendu compte que souvent elles étaient en situation de monoparentalité et elles disaient que leur santé passait dans leur dernière priorité, enfin que ce n'était pas une priorité, qu'en fait elles n'y pensaient jamais. Et je me demandais si dans vos préconisations il y avait de l'aller vers. Enfin, est-ce qu'il est prévu par exemple de proposer à ce que davantage les médecins ou le corps médical aillent vers ces personnes en précarité pour qu'elles puissent faire des examens alors qu'elles n'en ont pas l'idée et pas le temps? Ces recommandations figurent dans le rapport de 2017 du Haut Conseil à l'égalité, qui justement a fait des suggestions, des recommandations plus pratiques pour tenter de sensibiliser les personnes au mieux et d'aller vers elles, effectivement, c'est indispensable. D'accord. Bon, sur le terrain, je n'ai pas l'impression encore que ça soit mis en œuvre, ce genre de recommandations. Oui, c'est toujours le problème. D'où l'importance d'une formation. Vous voyez, il y a la formation initiale et la formation continue. Et comme on le sait, dans le domaine de la médecine, la formation continue n'est pas idéale en France, comparativement à d'autres pays européens où il y a un effort vraiment bien plus soutenu pour justement améliorer les connaissances par rapport à la réalité des recherches et aussi par rapport à l'évolution de la société et de tout ce qui relève du dialogue qui doit se faire entre
la société civile et le monde médical, qui sont encore trop souvent clivés. Oui, il y a peut-être cet effort de formation doit être étendu à l'ensemble du monde médical et paramédical. Oui, bien sûr. On a souvent une meilleure écoute chez des sages-femmes ou des infirmières sur ces problématiques de santé des femmes que chez les médecins eux-mêmes en général. Quand on propose des formations, par exemple, les infirmières ou les sages-femmes viennent davantage que les médecins. Oui, il faut faire un peu bouger les lignes. C'est pas facile. Nous arrivons sur la fin du temps qu'on s'était fixé pour ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou remarque. Les hommes me semblent légèrement sous-représentés dans l'auditoire de ce webinaire. Y aurait-il eu un biais dans la communication? Et je crois que ça a été le constat qui a été fait sur tous les événements de la semaine. Hein. Alors, j'ai mes collègues de la com qui sont là. Je confirme qu'il n'y a absolument aucun biais dans la communication au moins, mais voilà, c'est toujours pareil sur ce genre de conférence. Il y a plus de femmes que d'hommes, c'est un fait, sur les questions d'égalité. Donc, c'est là qu'on se dit qu'on a encore du boulot, voilà, que ce soit plus mixte dans ce sens-là. On conclut peut-être, Claire, je te laisse, et puis je donnerai les toutes dernières infos sur ce qui reste de la semaine de l'égalité après. Oui. Oui, d'ailleurs, Madame Vidal, il y a eu une question tout au début où on nous demandait s'il était possible de récupérer votre présentation. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer parce que on n'a pas encore décidé là en haut lieu de comment on allait organiser la communication, mais je vous donnerai une réponse bientôt. D'accord, très bien. Ben donc, je réponds à l'auditoire que dès qu'on en sait plus, on vous tient également au courant. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement toutes les deux pour ce webinaire. C'est à la fois ces présentations qui étaient vraiment très riches et très intéressantes, qui ont permis, je pense, à tous à la fois de mieux comprendre le fonctionnement et le rôle du Haut Conseil à l'égalité et aussi donc de se documenter et de s'informer davantage sur ce rapport que peut-être certaines n'avaient pas vu, dont ils n'étaient pas au courant de l'existence. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes les deux. Et donc, je conclus peut-être Anne Guillochon-Mantel, vice-présidente universitaire de l'Université Paris-Saclay. Tu veux peut-être conclure avec 2-3 mots? Et je vous remets juste dans le chat le lien de la semaine de l'égalité où il y a encore des informations. L'exposition qu'on a montée avec Catel sur la thématique la santé intelligente et qui reprend un certain nombre de thématiques qu'on retrouve dans le rapport, dont on s'est beaucoup inspiré. Donc, merci beaucoup pour ce rapport et pour vos interventions. Et Anne, je te laisse juste conclure. Merci à toutes et tous. Oui, merci Sarah et Anaïs Beaumont pour le programme de cette semaine et qui se prolonge encore à la semaine prochaine et qui est vraiment fascinant. Donc, moi, j'étais très heureuse, finalement, j'ai assisté à vos présentations. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en plus, je suis médecin et que j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les biais dans les essais cliniques, les biais sur les pathologies cardiovasculaires, etc. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Et voilà, je lirai avec intérêt les rapports aussi. Merci. Donc, bonne fin de journée à tous. Merci d'être venus, même s'il y avait peut-être plus de femmes. Je ne sais pas, il faudra regarder après les statistiques. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.